Comment ça va? Très très bien. Vraiment très très bien. Genre, comment ça va? Très bien mais fatiguée. Qu'est-ce qui te fatigue? Un peu le rythme de vie que j'ai actuellement. Travail. Et avant d'avoir trouvé ce contrat, je suis en CDD, contrôleur de gestion. Mais avant, j'ai vécu une mauvaise expérience professionnelle qui m'a un peu marquée. Et avant ça, j'avais le master. Et j'ai failli rater la deuxième année, puisque j'ai eu une déception amoureuse. J'étais en train de préparer mon mariage. Donc enchaîner tout ça et ne pas se reposer, comme si je n'ai pas donné à mon cerveau le temps de souffler. J'ai tout enchaîné. Et ouais, je sens que je suis vraiment fatiguée. Ouais. Mais je tiens bon. Hein. Et tu l'es toujours. Tu es vraiment fatiguée là en ce Ah moment. oui, je le sens, oui. Je suis très fatiguée. Mais je suis contente. Très contente. En plus, là, j'ai commencé ma nouvelle expérience, plutôt aventure, sur Instagram. Et c'est encore plus Ça se passe fatigant. plutôt bien. Ça se passe très très bien. Des bonnes surprises. Comment? Des bonnes surprises. Je suis très surprise par l'engouement parce que ça prend très vite. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai commencé le 30 janvier. Et là, ça explose. Et là, ça fait une semaine en tout que j'ai commencé mon compte Instagram. Et vraiment, je n'expose pas grand-chose, mais j'ai l'impression que ça parle aux gens. Et ça prend. Il y a autant de monde, autant de gens, énormément de bienveillance, bien évidemment. Dédicace à nos haters, on ne peut pas les oublier, bah oui. Mais ils doivent exister, Ouais, c'est ça. Ils sont indispensables. Et ce qui fait le charme de la vie en plus. En plus, c'est ce qui fait le charme de la vie, et surtout, franchement, sans eux, on va s'ennuyer. Non, on va s'ennuyer, grave. Vraiment. Ah oui, moi je le dis toujours. Les fous rires. Sans les haineux, on va... Mais vraiment, oui. On risque de s'ennuyer, ouais. Ça... On va revenir un petit peu en arrière. Ouais. J'ai envie de savoir un petit peu sur ton enfance. Franchement, elle est très simple. Très, très simple. Je n'avais pas le droit de sortir. Ok. Mais ça ne m'a pas du tout traumatisée, au contraire. Je n'avais pas le droit de faire des sorties scolaires. Mais je comprends tout à fait ma mère, parce que j'ai été élevée... jusqu'à mes 17 ans avec ma mère. Mon père aussi était là, mais c'est juste qu'il était en France. Et donc, en quelque sorte, il a confié tous les enfants à ma mère. Vous êtes combien? On est 7. Vous êtes 7, ok. Donc voilà, c'est ma mère, elle a géré un peu la famille. Il a géré 7... Oui, elle les a gérés avec les parents ou bien 7 frères? Comment? Et sœurs. Vous êtes 7 frères et sœurs? Alors, on est 7 frères et sœurs. Ok. Et bien évidemment, si je rajoute mon père et ma mère, on est 9. Ça fait 9, ok. Ouais. Donc oui, ma mère, elle nous a élevés seuls. En tout cas, moi, jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu avec ma mère toute seule, avec mes 4 frères et mes 2 sœurs. Et voilà, je n'avais pas le droit de faire des sorties scolaires et ça ne m'a pas du tout traumatisée. Et je comprends tout à fait ma mère parce qu'elle avait cette responsabilité. Fallait qu'elle nous voie en fait. Ouais. Fallait qu'on soit devant elle. Donc pour elle, imaginer que sa fille prendre un bus, être avec des gens, faire une sortie scolaire, même une journée entière ou passer 2-3 jours dehors, dormir dehors. Oui, dormir pour dehors, elle, j'imagine. C'est tout sauf rassurant. Oui. Et elle ne nous traitait pas que nous, comme ça, les filles. Même les garçons. Mes frères, les garçons, c'était vraiment exactement la même chose. Pour elle. T'es l'aînée? Comment? T'es l'aînée? Ah non, pas du tout. Okay. Je suis avant la petite. Ah d'accord, ok. Oui. Okay. Je suis avant la dernière. On revient en France. T'es venue ici, t'avais quel âge? 17 ans. C'est là où j'ai commencé à vivre avec mon père. Ok. Ouais. Et comment tu t'es retrouvée en France? Alors, la France, elle ne m'a pas choisie. Okay. Elle m'a plutôt accueillie. D'accord. Suite à une demande que mon père a fait, ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc, il ne nous a pas ramené les 7. Il nous a ramené moi, ma petite sœur, un de mes frères et ma mère. Donc, on était en tout 5 personnes.
Et voilà, je suis venue en France suite à un regroupement familial. Et tes autres frères, pourquoi ils sont pas venus? C'était des grands. J'avais un, il travaillait, il est marié, il travaillait à Dubaï et maintenant il est au Canada. J'en ai deux autres qui travaillent aussi. J'ai une sœur qui est mariée, elle habite en France mais dans une autre ville, pas sur Paris. Mhm. Donc c'est pour cela, on va dire, il n'y a que les plus jeunes qui ont été pris en compte dans le regroupement familial. Ok. Hmm. T'es de quelle ville de Tunis? Sousse, Sousse. précisément de Seken. Comment t'as vécu tes derniers jours avant de venir en France? Waouh, ça c'est une très très bonne question parce que je n'ai jamais pris le temps de revoir ces jours-là. Alors, j'ai été, mais toute excitée. Je me rappelle, je dormais comme ça. Oh, ça va tout changer, c'est trop beau. La tour Eiffel, c'est canon. Ouais. Et j'étais aussi fascinée. Moi, j'ai toujours été fascinée par la France. J'ai toujours été amoureuse de ce pays. Je ne le savais pas que j'allais venir ici. Je ne le savais pas du tout que j'allais un jour y habiter. Mais je le savais que j'allais sortir de la Tunisie. Mhm. Ça, j'étais certaine. Je ne saurais pas l'expliquer. Mhm. Mais avant de venir, je me rappelle, j'ai préparé ma tenue, mes bijoux. Je me rappelle très bien un gros collier, vraiment affreux. Quand j'ai mis les pieds en France, je ne l'ai plus jamais remis. Ok. J'ai été affreux. Et non, vraiment, j'étais... c'est le terme, j'étais toute excitée. Comme si, ça y est, enfin. Parce que comme si je me sentais un peu étrangère là-bas. Comme s'il y avait quelque chose Ah bon? qui ne collait pas avec moi. Oui, oui. Ok. J'étais vraiment toujours ailleurs. Comme si je savais qu'un jour ou l'autre... Oh, t'inquiète pas, un jour ou l'autre, tu vas partir d'ici. Tu Et t'es vas... parti. Et je suis partie. À 17 ans, t'étais conscient de l'énorme changement qui allait se passer dans ta vie? Je ne m'y attendais pas à ce que j'évolue avec cette vitesse. J'ai évolué très rapidement et j'ai pris en maturité très très rapidement. Est-ce que je m'y attendais? Je le savais que j'allais un jour ou l'autre y arriver. Mhm. C'était comme ça, c'était dans ma tête et je me suis toujours répété, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, t'es faite pour réussir. Et à 17 ans, je me disais, ah, ça c'est un nouveau départ, donc il faut que tu en profites. Il faut que tu fasses tout. Il faut que tu mettes tout de ton côté pour faire ce que tu as envie de faire. Mhm. En termes d'études, diplôme, niveau scolaire, le travail, tout. Et ça va, c'est en cours. Qu'est-ce que t'as remarqué en premier une fois en France? Les bâtiments, ça m'a fascinée. Parce qu'en Tunisie, alors il faut savoir que mon père est venu en France vers les années 2000. Mhm. Il était entrepreneur en Tunisie. Donc il a bâti plein de choses là-bas, il a fait plein de choses. Mhm. Et quand il a quitté la Tunisie, il nous a laissés dans une grande maison. Et précisément 420 mètres carrés. Ouais, c'est un palais. Voilà. Donc je suis habituée à ça. Et surtout, autour de moi, il n'y avait que des maisons comme ça. Mhm. Donc je ne le savais pas que des bâtiments avec 12 étages, Ça existe. ça existe, quoi. Je ne le savais pas du tout. Mhm. Et quand je suis venue, C'était je le suis choc. descendue du bus 100. T'es en Île-de-France, t'es à Paris? Oui, T'as toujours oui, vécu c'est à toujours Paris? la même ville, là où j'habite. Et je ne le savais pas qu'en descendant du bus 100, qui m'a ramené de Charles de Gaulle, que j'allais être comme ça, fascinée. Mais personnellement, moi, je m'émerveille un peu de tout. Mhm. Je ne vois pas le côté négatif au début, je vois le côté, même pas le côté positif, juste je m'émerveille. Et je me rappelle, je regardais les bâtiments autour de moi et j'étais frappée. Je me suis dit, mais pourquoi faire en fait? Pourquoi il y a autant de bâtiments? Mhm. Et après, je me suis Parce qu'il y a rendu compte beaucoup que de finalement, monde. c'est normal en fait.
Il y a trop de monde. Il faut les accueillir. Il y a Donc, trop c'est de ça. monde, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu remarques après 12 ans quand tu reviens en Tunisie? Qu'est-ce que tu remarques en premier? En Tunisie, Hmm. c'est triste de le dire, mais je me dois de le dire. Il n'y a plus, il y a plus cette authenticité dans le sens où il faut que je m'habille bien, il faut que je sois bien apprêtée, même si j'ai pas d'argent. Il faut que je sois bien habillée de haut en bas. Je n'ai pas d'argent, mais il faut que je fasse un resto. Je n'ai pas d'argent, mais il faut que j'aille au centre commercial. L'apparence. Les apparences. C'est tout à fait normal de bien s'habiller, de bien manger, etc. Mais dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de focus sur mon apparence. Et j'ai remarqué que finalement, c'est ce qu'on appelle la culture du vide. C'est-à-dire, la cervelle, elle est vide, Ouais. mais l'apparence, elle est plus. riche. Ouais. Et la carte bancaire, non, aussi. Ouais, non plus. Voilà, à découvert. Et c'est pas Oui. méchant d'être à découvert. Mais c'est horrible d'être à découvert et de Et se de donner... vivre la vie d'un. Ouais. Exactement. Donc il y a ça. Il y a aussi, et c'est vrai, je l'ai remarqué dernièrement, et surtout la dernière fois quand je suis partie en Tunisie, il y a une volonté, mais vraiment à tout prix, de faire comme les Occidentaux. Et je trouve ça génial en soi. On s'inspire des autres. Il est où le problème? Il est où le mal? Moi, par exemple, ce que j'ai adoré quand je suis venue en France, c'était de lire un livre. J'étais impressionnée. Les gens lisaient des livres dans le bus. C'est super. Et d'ailleurs, même grâce à ça, j'ai commencé à lire moi aussi. Ouais. Donc, je me suis inspirée. Mais là-bas, l'inspiration, c'est de s'habiller n'importe comment, de se donner une image comme quoi j'ai de l'argent. Ouais, la mauvaise inspiration. Exactement. Comme s'ils veulent leur ressembler, mais pas leur ressembler dans les profondeurs. Lire, s'instruire, grandir, être ambitieux, regarder plus loin que le bout de son nez, se développer. Il n'y a pas tout ça. Et ça m'attriste, mais ça me rend vraiment triste et ça m'a beaucoup touchée, surtout la dernière fois. Est-ce que tu connais ton peuple? Alors, connaître mon peuple. Ils sont ouverts d'esprit. La Tunisie, elle est connue pour ça. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils sont gentils. Ils sont fatigués aussi. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont vécu depuis la Révolution. Ils ont espéré tellement de voir leur vie changer. Et à la fin, finalement, non. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement, il est un peu instable, etc. L'économie ne grimpe pas vraiment. Et donc, je sens aussi que mon peuple, il est un peu trop fatigué, épuisé. Ça touche beaucoup leur ambition. Parce que là-bas aussi, en termes de démarche administrative, on fait tout pour te décourager de faire quoi que ce soit. Pour un document, il faut passer 3 jours. Il faut presque faire une micro-révolution. Je connais ça. Voilà. Et ça décourage les gens de créer des projets, d'avancer. Comme si c'est fait exprès de rendre ce peuple pessimiste. Et donc rendre leur évolution extrêmement compliquée. Ouais. Et leur retirer tout espoir. C'est exactement ça ce qui se passe avec mon peuple. Parlons de l'espoir. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, surtout dernièrement. Surtout dernièrement, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué grâce au réseau. Parce que je suis pas mal on va dire, d'influenceurs de la Tunisie. Et je le remarque comme s'il y a une prise de conscience. Comme s'ils se disent, mais on a du potentiel, il faut l'exploiter. Et surtout, il ne faut plus perdre du temps. Et il y a aussi cette volonté de faire comprendre au peuple, cessez de croire que ce qui se passe avec, en Europe, ailleurs, etc., est mieux.
où ça Oui. fait rêver. C'est beau, hein. L'Europe, c'est beau. La Mm. France, c'est un pays magique. Mais la Tunisie aussi. Oui. Ça veut dire, comme là-bas, il y a du potentiel, chez nous également, il y a du potentiel. Et comme si les influenceurs, ils veulent vraiment faire passer ce message. Mm. C'est-à-dire rêver, mais rêver aussi en Tunisie. C'est ça que j'ai remarqué dernièrement. Du coup, il y a de l'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir, je le sens. Je le sens, ça va changer. C'est même pas que en Tunisie, hein. L'Afrique, en règle générale, ça va... Oui, je le sens. Ça Inch'Allah. commence. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Qu'est-ce qui différencie le peuple français au peuple tunisien, d'après toi? Alors, je peux répondre à cette question avec un échantillon. C'est-à-dire, je prends Asma, Mhm. tunisienne, immigrée, qui a vécu en Tunisie 17 ans et est venue en France à l'âge de 17 ans. Donc ça fait 11 ans. Donc elle a eu le temps de faire une étude. Mhm. Il y a beaucoup de spontanéité, d'authenticité chez quelqu'un qui a vécu en Afrique ou au Maghreb. Je me prends moi en exemple, j'ai pas envie d'inclure les autres parce que je ne les connais pas. Mhm. Mais je connais un peu mon peuple. Donc il y a cette authenticité, il y a cette spontanéité que je n'ai pas retrouvée ici. J'arrive pas à la retrouver chez les gens ici. Et ça fait que je me sens un peu en décalage. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je sois immigrée, si le fait que je sois une personne issue d'une culture totalement différente, Mhm. mais même le sourire manque en France, alors que je suis habituée à le voir en Tunisie, à cette époque. Donc c'est ça en fait qui manque, ce sourire, cette authenticité, cette pas bienveillance, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants aussi en France, il faut dire ce qui est. Mais il manque cette... L'accueil. ouais, l'accueil, la vache. Ouais. Tu sens comme si les gens ici, ils sont sur la réserve, c'est exactement le terme. Comme s'ils ont cette peur de l'autre. Et moi, je les comprends, hein. Parce qu'il se passe tellement de choses en France que oui, à la fin, tu te sens obligé de reculer et de te couvrir pour te protéger. Mhm. Et c'est tout à fait normal de ne pas avoir cet état d'esprit en Tunisie. Parce qu'ils sont tous ensemble, c'est des Oui. Tunisiens, Oui. donc Oui. pourquoi ils vont se protéger? Mhm. Et en France, pardon, en France, je le sens qu'il y a une volonté de se protéger. C'est pas voilà, c'est pas une démotivation de vouloir connaître l'autre. C'est juste, je me protège parce qu'il se passe trop de choses. Voilà. Parce que je connais pas l'autre. Comment? Parce que je connais pas l'autre. Oui, je ne connais pas l'autre, mais il y a aussi, je vois trop de choses. Mhm. Les médias n'hésitent pas. Mhm. Les médias, ils sont très forts pour en faire des tonnes et rajouter des couches. Vraiment, ils sont trop forts. Vraiment, il faut leur donner une médaille même. Vraiment, il faut Oui. les applaudir. Ils sont trop forts. Ils ont Pour, réussi en quelque oui. sorte à séparer l'un de l'autre. Voilà. C'est pour cela qu'il y a comme une sorte de volonté de se protéger. Mais vraiment, c'est très remarquable en France. Mhm. T'as passé 17 ans en Tunisie et à peu près 11 ans ici en France. À peu près 11 ans, oui. Oui. Est-ce que tu te sens plus française ou tunisienne? Je me sens les deux, mais je me sens plus protégée en France. Protégée en quel terme? Je sens que mon avenir en Tunisie n'est pas protégé. Mhm. Et je sens que mon avenir en Tunisie est à risque. Alors qu'en France, il suffit que je mette en avant mon CV, mettre en avant mes compétences, de quoi je suis capable, mon métier, mes diplômes, quelques mois de recherche, et je trouve un emploi.
Avec un bon salaire. Et avec un bon salaire. Bien évidemment, ça dépend le parcours. Oui. Je suis cadre, un master, bac plus 5. Je pense que encore heureux que je touche un bon salaire. En tout cas, pour moi, c'est un bon salaire. Je me plains absolument pas. Je travaille dans le contrôle de gestion, donc ça me permet vraiment de gagner ma vie, sans oublier que je vis encore chez mon père, donc vive la gratuité, j'adore. Ça va durer longtemps? Le fait de vivre chez mon père, Ouais. ben, en fait, dernièrement, j'ai déjà commencé à parler de ce sujet. Il y a une volonté, en fait, de ma part, d'avoir un peu mon foyer, ma Ton petite maison propre à chez toi. moi. Ouais, mon propre chez moi, mon salon, ma vaisselle. En plus, j'adore la vaisselle, je kiffe. Ah bon? Oui, Ok. j'aime trop les Mais serviettes. vraiment ou bien Comment? c'est pour de vrai? Ah oui, j'adore la vaisselle. J'ai déjà commencé à faire, à préparer en tous les cas ma vaisselle, mon électroménager, etc. J'ai déjà quasiment tout acheté. Ok. Je me prépare, mais je me bats pour le faire, car j'avais dans la tête cette idée où tu ne quittes pas la maison tant que tu n'es pas marié. Voilà. Tu l'as toujours cette idée? Je l'ai plus. Depuis que j'ai vécu la mauvaise rupture amoureuse, c'était vraiment très mauvais. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, finalement, mon bonheur ne se résume pas à un mariage. Et j'ai hâte de me marier. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. C'est beau le mariage, c'est beau d'avoir sa robe blanche. Et en plus de la faire sur mesure, c'est encore plus beau. C'est beau d'avoir un foyer, c'est beau d'avoir une famille et un mari aimant, c'est génial, mais il ne faut pas se précipiter. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'était une rupture assez douloureuse. Et depuis cette rupture, je me suis dit finalement mon bonheur ne se résume pas à ça, il faut que j'apprenne à me connaître. Et donc je ne vais pas m'interdire d'avoir ma maison, mon petit foyer. Si je rencontre ma moitié, je ne sais pas, quelque part dans le monde, je ne dirai jamais non. Qu'est-ce qui a changé en toi, cette rupture? Ouais. J'ai fait de moi une priorité. Ouais. J'ai fait de moi une priorité. Je donne un exemple. Tout bête, tout simple. Quand on s'appelait, des fois je suis sur la route pour aller à la salle de sport. C'est un exemple tout simple. Des fois il me dit oui, j'ai besoin qu'on parle. Qu'est-ce que je fais? J'annule ma séance de sport. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et à la fin, j'ai fini par ne plus aller à la salle de sport. Parce qu'il fallait que je lui donne du temps. Sauf que donner du temps à quelqu'un qui ne fait aucun effort, Quand c'est pas réciproque. quand c'est pas réciproque, c'est là où tu te rends compte que finalement, tu laisses passer cette personne-là devant toi, avant toi, et tu te laisses toi derrière. Finalement, est-ce que tu t'aimes? Tu t'aimes même pas, en fait. Et il y a plein d'autres exemples. Et depuis que je l'ai quitté, je me suis dit non. Finalement, je vais apprendre à m'aimer. Je vais m'excuser auprès de ma propre personne parce que je lui ai fait la misère. Je lui ai pas du tout rendu la vie facile. Le sport, ça sera mon quotidien. Prendre soin de moi, ça sera indispensable. Comprendre ce que je ressens et mes émotions et surtout les exprimer, c'est plus qu'indispensable. C'est vraiment, c'est vraiment le chemin que j'ai utilisé que j'ai entamé pour m'excuser auprès de moi-même. Parce que c'était une relation qui a duré en quelque sorte vraiment 6 à 7 mois. Mais vraiment, hein. Mais c'était intense. Il s'est passé trop de choses en si peu de temps. Et j'ai appris à me connaître et je me suis, je me suis fait vraiment la misère. Et quand j'ai quitté la personne, je me rappelle très bien, après l'avoir bloqué, je lui ai même pas dit que je te quitte,
Je l'ai bloqué directement lui et toute sa famille. Ensuite, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, je me suis plus jamais dit « Oh, il me manque ». Et pourtant, il y a quelques mois, il est revenu. Je lui ai dit « Non ». C'est simple. Donc, le terme que j'emploie, c'est « Je suis une priorité ». Je passe avant tout le monde. Oui, ok. On revient un peu à Tunisie. Ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus là-bas? Meskelil. Alors, j'explique. L'été, quand je suis à la maison, on a cette habitude de mettre de l'eau par terre pour faire en sorte qu'il y a plus d'air, un courant d'air, et il y a moins de chaleur. Parce que l'été en Tunisie, il fait très 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 chaud et c'est étouffant. Donc pour faire en sorte que le climat devienne un peu plus frais, etc., et plus agréable, on ouvre les portes, même la grande porte de la maison, et on met de l'eau et voilà, on retire après. Et en fait, après, il y a une odeur qui se lâche. Vraiment, elle est exceptionnelle, cette odeur. Et c'est une plante qu'on appelle en arabe meskelil. Je sais comment elle s'appelle en français, mais je ne sais pas prononcer le mot. Voilà. Essaye. Vraiment, je ne peux pas. C'est une sorte de jasmin, mais c'est un autre type de jasmin. Okay. C'est pas le jasmin, absolument pas. C'est un autre type de jasmin. C'est une odeur. Même là, j'ai l'impression que je suis en train de la sentir. Mais je t'assure. Ça te fait... C'est de la nostalgie. Elle est crémeuse. Elle est crémeuse. Elle est très unique, cette odeur. Très, très unique. C'est juste durant l'été. Je ne sais pas pourquoi. Durant l'été, cette odeur-là, elle se dégage. Ouais, elle se dégage. Et donc, dans toute la maison, on a cette odeur. Et cette plante n'est même pas plantée chez nous. C'est vrai. Le voisin. Okay. Ah, d'accord. Oui, parce que les murs sont collés. Merci. Il a un beau jardin. Le voisin. Merci le voisin. Merci pour les travaux. Est-ce que tu peux décrire la France en un mot et la Tunisie en un mot? La Tunisie. Espoir. La France. Mirage. Alors, espoir, je sais pourquoi, parce qu'on en a parlé. Mais mirage, j'aimerais bien que tu te développes un petit peu. Alors, un mirage, c'est quoi? On est dans le désert, on marche, il y a une sorte de vapeur de loin, on a l'impression que c'est de l'eau, on avance, mais en fait, plus on avance, plus ça s'éloigne. D'accord? Donc, il n'y a rien à la fin, parce qu'à la fin, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'eau. Mais on est fatigué, mais on fait énormément d'efforts. Et pourquoi je dis que la France maintenant, et surtout maintenant, c'est un mirage? Parce que quand je suis venue en France à l'âge de 17 ans, j'ai déjà eu la mentalité que ma mère nous a inculquée, c'est faire ses études, son diplôme avant tout, réussir, avoir un bon travail. Donc quand je suis venue en France, pour moi c'était une évidence. L'école, j'ai intégré directement un lycée, on m'a retiré 2 années de ma scolarité. J'ai eu mon bac, un baccalauréat professionnel. Quand j'ai eu mon bac, j'avais, je crois, 20 ans ou 21 ans. Donc, je ne te raconte même pas le décalage entre moi et les autres de la classe. Moi, j'ai 21 ans et les autres 17 ans. Voilà. Mais quand même, je me suis dit, il faut que tu tiennes bon parce que la France, elle t'a accueilli. Donc, tu dois exprimer une certaine reconnaissance. Le bac. Suite à une mauvaise orientation scolaire, j'ai arrêté le premier BTS et j'ai fait une année de césure, une année sabbatique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, avec un bac, tu vas travailler. Mais tu ne vas pas travailler n'importe où, tu vas travailler dans ton domaine. C'était un baccalauréat gestion-administration, j'ai un peu des connaissances en comptabilité. Pourquoi pas travailler dans une entreprise? Et j'ai travaillé effectivement dans une entreprise. Donc j'ai travaillé durant toute cette année-là.
BTS. J'ai trouvé le BTS que je voulais, mais j'ai maintenu mon contrat. C'était un contrat à l'entrepôt de la Poste. Donc imagine-toi, tous les dimanches de 15h30 à 1h du matin. Le lendemain, il faut que tu te réveilles pour être devant le lycée à 8h. Ça, le BTS. La licence, je l'ai fait en alternance. Je l'ai fait dans une école de commerce, plutôt une école d'expertise sur Paris. En alternance, donc c'est une école privée. T'enchaînes le master en alternance dans une école de commerce à La Défense. Waouh! Donc tu fais autant de choses et tout ça tu fais pour prouver à la France que t'as vu, tu m'as accueilli. Et ben moi je vais te rendre vraiment la monnaie. Voilà, c'est juste pour te dire, tu vois, moi je viens pas profiter. Hein. Juste tu m'as dit, tiens Asma, on t'accueille, il y a plusieurs portes, on te donne les clés, ouvre la porte qui t'arrange, juste profite. Voilà. Mais j'ai pas profité des aides. Je n'ai jamais touché une aide de toute ma vie, même la prime d'activité. Si les gens pensent qu'ils ont le droit de toucher ces aides-là et que ça peut les aider, il est où le problème? Vraiment, ils sont là. Donc il faut bien en profiter. Et surtout, profiter correctement et honnêtement. Parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence, on est dans un pays qui aide énormément de base. Donc même la prime d'activité, je ne l'ai pas touchée. Mais vraiment. Et je me rappelle très très bien, j'ai eu un débat avec des Français. Mais vraiment, c'était des Français. Et on parlait de la prime d'activité, je ne l'ai pas du tout touchée. Et je leur ai dit ça. Ils me font, ouais, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Je leur ai dit, oui, j'ai le droit. Et je sais que je vais avoir une bonne petite somme quand même pour une personne qui habite chez ses parents. Et avec l'alternance, en plus, ça peut être un bon salaire. Moi, je ne m'en veux pas. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà assez stigmatisé. J'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette. Ah ben, elle est immigrée, c'est normal, elle a l'aide, elle vient profiter. Donc en fait, pourquoi à la fin je dis mirage? Parce que tu fais énormément d'efforts et tu t'interdis de toucher une aide juste pour t'éviter l'étiquette profiteuse de la France. Immigrée, c'est une évidence. Et tu fais ces efforts-là pour prouver à la France que je suis là pour apporter un plus. Je suis un bon produit d'immigration. Pour qu'à la fin, la France, c'est même pas la France, les médias ne font rien à part lyncher les immigrés, les humilier, les mettre dans un sac pourri, troué de partout, et mettre tout le monde dans ce sac. Et pourquoi je dis troué ? Parce que ceux qui ne se sentent pas concernés essaient de fuir par tous les moyens. Mais quand même, on essaie par tous les moyens aussi de les rattraper et de les remettre dans le sac. Mais ces gens-là qui veulent fuir, ils sont tellement forts, ils sont tellement persévérants qu'ils veulent quand même fuir par les mêmes trous. Donc c'est pour ça que je dis mirage, parce que je fais des efforts envers quelqu'un qui ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu as fait pour la France ? Je me suis intégrée avec mon voile. J'ai eu mes diplômes, parce que la France, elle m'a dit, écoute, on a un système scolaire assez sympa, assez ouvert, assez développé, donc on te laisse en profiter. Et donc, la France, elle a une cadre, contrôleur de gestion, un bac+5, qui paie ses impôts, et elle en est fière en plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour la France ? Je l'ai respectée, je l'ai aimée, et un amour sincère, et pourtant elle ne cesse de le rejeter. Je l'aime tellement, ce pays, je l'aime tellement, que j'ai refusé de toucher des aides juste pour que la France ne pense pas un seul jour que je suis venue pour en profiter. Et je l'aime tellement, ce pays, que je me souviens très très bien, quand j'ai fini mon master, j'ai eu quelques mois de chômage. 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois en tout. J'étais en panique totale. J'avais honte. Mais vraiment, j'avais ce ressenti. J'avais honte que la France pense que, elle est comme les autres. Elle est venue profiter. Elle veut dormir et recevoir un salaire.
Tu vois, cet amour-là honnête, je l'ai encore. Hein. Je l'ai encore. Malgré le fait que la France rejette toujours mon amour et ne veut absolument Mhm. pas m'aimer. Mais je ne peux pas par principe ne pas la traiter comme ça, l'accepter, l'aimer, la respecter et être à la hauteur. Donc j'ai tout fait pour que la France, elle m'accepte et je ferai tout pour qu'elle voie qu'une femme voilée, immigrée, musulmane, maghrébine, africaine peut être un bon produit d'immigration pour la France parce que je ne suis pas la seule. 90%, je suis certaine même plus, des immigrés venant du Maghreb ou de l'Afrique tout court apportent beaucoup de bien à la France. Et j'en suis convaincue à 1000%. Il suffit vraiment de voir un peu, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises, donc quand je vois un peu mes collègues, etc., je les vois très bien, c'est des immigrés, c'est des Africains, c'est des Maghrébins, ils occupent tous un poste de cadre ou même un simple salarié, etc. Je pense que ces immigrés apportent beaucoup, ils font beaucoup pour la France, mais vraiment. Qu'est-ce que la France a fait pour toi? Elle m'a accueillie et je la remercie du fin fond de mon cœur parce que j'ai enfin fait ce que j'ai rêvé de faire, mes études. J'ai vraiment grandi dans une famille où les études sont extrêmement importantes. Mes 4 frères, les 4, ils ont le même diplôme, ingénieur. Ma mère, elle le dit tout le temps. Je n'ai pas de diplôme, mais moi, j'ai 7 diplômes. J'ai fait 7 diplômes. Donc, quand je suis venue en France, pour moi, c'est une évidence. Je vais faire mes études. Ça de 1, donc je remercie la France pour ça. Je remercie aussi la France d'avoir, comment dire, de m'avoir ouvert la porte dans quasiment tout. L'alternance, c'est magnifique. Ce concept, il est vraiment magnifique. Ouais. Ce concept est une... Mais c'est vraiment magique. Et en Tunisie, si je ne me trompe pas, ça n'existe pas encore. Ouais. Donc, être capable de faire ses études, donc avoir un diplôme, mais en même temps, monter en compétences, développer des compétences, avoir une expérience professionnelle. Donc, non seulement avoir un CV, mais en plus un diplôme et gagner sa vie en même temps. Donc, moi, la France, ça, elle l'a fait pour moi. Elle m'a permis de le faire. Mais moi, j'ai tout fait pour assumer et créer un équilibre, pour y arriver et à la fin valider mon bac plus 5. Donc oui, la France, elle m'a ouvert les portes, la France, elle m'a accueilli, et je ne verrai que le côté positif. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit dans les médias, moi, selon moi, c'est puéril, il y a juste une volonté de nuire. Mais quand on voit un peu la vie réelle, on le voit très bien, on vit tous ensemble. Ouais. Mais vraiment, hein, aujourd'hui, je peux manger une tartiflette et demain, je peux partager avec mes collègues les Français un couscous ou un riz djerbien, ce qu'on appelle rose djerbi. C'est un plat tunisien. Et je le fais exprès dans mon travail, de ramener toujours des plats pour partager. Parce que le sens du partage, je ne l'ai pas beaucoup remarqué en France. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de partager. Et la France ici, elle m'a permis de le faire. Oui. Pourquoi ? Parce que je travaille. La France, elle m'a permis juste de mettre en avant mon CV, mettre à jour mon CV, mettre une belle photo et trouver un travail. Il y en a, ils vont me dire oui, mais tu sais, c'est compliqué. Encore heureux. Encore heureux. Est-ce que la France est en bonne santé ? J'ai fait un diagnostic dernièrement. Et je suis triste de le dire. En plus, moi, ça m'émeut vraiment parce que, certes, je ne suis pas totalement française parce que j'ai que ma petite carte de 10 ans. J'ai le droit de faire ma naturalisation. Hein. Elle est en cours.
Ça m'attriste de le dire, mais ils veulent tous la rendre malade. Quand tu dis tous, Et elle accepte sans qu'elle se rende compte. À partir du moment où toi, tu ouvres la porte à quelqu'un de mauvais, de raciste, de nuisible, et tu le mets en avant dans les médias, sachant que les médias se propagent assez rapidement. ouais. Donc il y a une image qui va se construire. Quand tu laisses quelqu'un à la télé, en plein direct ou pas, dire oui, mais vous savez, dans les métiers du bâtiment, les musulmans ont accès aux explosifs. Oui, j'ai Donc vu. s'ils veulent, ils peuvent nous Ouais. exploser, donc être des terroristes. J'ai À même la tête partir- du personne qui a dit ça. Ouais. Donc à partir du moment où toi, la France, tu laisses cette personne dire ça, c'est quoi l'image que tu vas créer dehors? Ben, on va dire juste que tous les Français sont des Pascal Pro. Exactement. Donc, les gens dehors, quand je dis les gens dehors, c'est-à-dire en dehors de la France, vont se dire mais je comprends pas là, ils sont racistes. Et moi je le dis en tant qu'immigré, venant du berceau de l'humanité, l'Afrique, je le dis sans aucune hésitation, la France n'est pas raciste. Ils veulent la rendre raciste. Je le dis sans aucun doute et avec une certitude, mais vraiment qui dépasse. Mais vraiment, je travaille avec des Français. C'est des amours. Ils sont bienveillants. Ma directrice est une Française bretonne. Et la bienveillance qu'elle a envers moi et la persévérance que j'ai vue chez elle et sa volonté de tout m'apprendre et son ouverture d'esprit, c'est ça qui représente la France. Alors qu'elle est plus française que les Français. C'est une vraie Française. Ouais, c'est une Quand je Bretonne. dis une vraie Française, ça c'est une vraie Française. Mais les Pascal Cros, j'ai dit, les Pascal Pro et Ouais. toute la compagnie là, ils sont à gerber. Ils ne représentent pas la France. Absolument pas. Alors ils ont la parole de la France. Ah oui, oui, ils veulent en quelque sorte alimenter une haine. Et ceux qui ont on va dire, des préjugés et qui sont surtout en manque d'ouverture d'esprit et de tolérance, quand ils vont écouter un certain Pascal Pro dire tout et n'importe quoi, Ils vont être impactés. ils vont être impactés, influencés. Les préjugés ne seront plus des préjugés, mais seront une réalité. Donc cette réalité va influencer leur façon de voir les choses. Donc le lendemain quand il va voir une Asma marcher dehors avec son voile, alors qu'elle est toute bien habillée, bien pampée, etc., il va se dire, mais non, en fait, celle-là, elle est soumise. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Certainement, c'est une femme de ménage. Ouais. Ah oui, c'est la réalité. Exactement. Donc il y a une volonté de diviser. Il y a une volonté de détruire ce pays. Et j'ai l'impression que les Français, ça leur parle pas en fait, et ils voient pas ça en fait, parce que Moi, je pense pas qu'ils ne voient pas ça, mais j'ai l'impression que comme s'ils se laissent faire. Comme s'ils se laissent faire et ils se disent « Oh bah, je suis pas concerné ». ouais. Comme si il regarde juste ce qui se passe devant son nez et le reste, bah, je m'en fous. On dirait un petit prince. Alors que non, moi en tant qu'immigré, je me sens extrêmement concernée. Ouais. Et on a, ils vont me dire oui, t'es française de papier. Déjà, je ne suis pas encore française, mais je rêve de l'être. J'ai hâte de l'être. Et on a, ils vont trouver ça ridicule. Mais moi, je me languis de lire les projets de chaque candidat à la présidentielle et voter. Mais c'est devenu un rêve pour moi. Parce que je trouve que je travaille, je me donne les moyens, dans un pays qui m'a accueilli, certes, mais j'aimerais bien quand même, dans ce pays, exister un peu plus, au lieu juste d'avoir un diplôme, travailler et payer mes impôts, mais en même temps, voter pour choisir mon président. Ouais. C'est quand même une évidence. Sans oublier que vraiment ce pays restera à jamais dans mon cœur. C'est une évidence. Ça dépasse l'amour, en fait. C'est de la reconnaissance. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu sais, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Il y a 1%. Est-ce qu'on va oublier les 99? Soyons un minimum
raisonnable. Faut plutôt voir les 99 et oublier les 1%. Non, et surtout, mets-toi avec les 99% pour éliminer le 1%. Ouais. Et on restera 99% ensemble, et on Et un jour, mangera on de sera tout. 100%. Comment? Et un jour, on sera 100%. Mais ça sera magnifique. Mm. Aujourd'hui, on mangera, comme j'ai dit, une tartiflette. Demain, un couscous merguez. Il est où le mal? Ouais. Il est où le problème? C'est magnifique. Inch'Allah, encore une fois. Inch'Allah. J'aime toujours poser cette question. Si tu avais la possibilité de changer 3 choses dans le système français, tu aurais changé quoi? 3 choses. Dans l'ensemble, tout, hein. Les médias. Celui qui essaie, qui tente de propager la haine, le racisme, de se donner le droit de pointer qui que ce soit, qu'il soit juif, musulman, chrétien, athée, n'importe, cette personne-là ne doit jamais apparaître dans les médias. Ça, c'est la première chose. Ça existe, hein, mais quand ça les arrange. Oui. Voilà. On a un Éric Zemmour qui a été condamné à je ne sais combien de temps, combien de fois. Il a été condamné vraiment à je ne sais combien de fois, mais quand même, on le voit. Il est tout frais, tout beau. Il est là en train de nous exprimer sa pensée, le fond de sa pensée. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de fond en plus. Hein. Ah, il n'y a pas de vraiment fond, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est la première chose. Nettoyer les médias. Pourquoi je dis nettoyer? Pour qu'il n'y a plus cette volonté de diviser, mais plutôt réunir. Il l'a dit lui-même, monsieur Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même, soyons tous unis. Donc, pour l'être, il faut nettoyer les médias. Ça de 1. De 2, cesser de faire croire aux gens que la neutralité spirituelle, religieuse, etc., c'est super. Laissez les gens exprimer ce qu'ils ont, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens. Il veut mettre une kippa, une croix, son voile. Ça ne te regarde pas. Et tu dois mettre ça en avant. Pourquoi ? Parce que ça va obliger les gens à être ouverts d'esprit. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une table, en face de toi une kippa, à côté une croix, et de l'autre côté une voilée ou un Tout monsieur. le monde est content, tout le monde dit oui. En plus, je le vis. Je le vis au travail. Je le vis. Des musulmans, des chrétiens, il y a de tout. Et c'est le genre de table que j'affectionne et qui doivent être mises en avant. Donc cessez de vouloir interdire une expression religieuse, soi-disant pour protéger. Je ne sais pas, tu me protèges de quoi, mais... Tu es contre la laïcité? Je ne suis pas contre la laïcité parce que moi je trouve que la laïcité donne le droit à tout le monde de pratiquer ce qu'ils veulent. Sauf que j'ai l'impression que les gens se cachent derrière la laïcité pour exprimer une certaine haine, un certain racisme contre une religion ou une communauté. Et pourquoi pas le dire, il faut appeler un chat un chat. On le voit très très bien, ça tape extrêmement fort sur les musulmans. Oui. On le voit. Est-ce qu'on va le cacher? Ça ne sert à rien. Bah, le dernier sujet, c'était l'abaya. L'excuse de l'abaya. C'était excellent. C'était excellent. Il y a des suicides, harcèlement scolaire, des profs qu'on n'a plus, un système scolaire qui est en train de devenir défaillant. Et à la fin, la meilleure décision, c'est d'interdire l'abaya. C'est beau. C'est vraiment révolutionnaire. Là vraiment, on a grimpé. Tu vois, je ne vois pas le but de faire ça, à part alimenter encore plus cette division, qui est déjà assez existante. C'est énorme. On est trop divisés. Alors que
Même pas en tant que musulman ou musulmane, chrétien ou chrétienne, juif ou juive. On est des êtres humains. Tout simplement. La laïcité, c'est génial. Chacun pratique sa religion sans porter atteinte à qui que ce soit. Ouais. D'accord? Pourquoi tu portes atteinte à moi parce que je porte le voile alors? Regarde, je travaille, j'ai bien fait mes études, j'ai bien réussi mes études. Et avec mon voile en plus, c'est pas génial ça? C'est génial. J'ai même révisé durant le ramadan. C'est pas magnifique ça? Et d'où le problème? Et je vis pas. J'ai l'air d'être une soumise. Donc je ne vois pas pourquoi ceux qui se permettent d'utiliser la laïcité, et je le dis et je le répète, c'est vraiment génial pour laisser les gens, pour permettre aux gens de pratiquer leur religion, leur croyance tranquillement. Je ne vois pas pourquoi certaines personnes se croient réellement malignes. Ils pensent vraiment qu'ils sont vraiment malins. Et ils se cachent derrière ce terme pour dire oui, les musulmans ne respectent pas la laïcité. What? Ils ont pas compris le principe. Oui, je suis maghrébine et c'est moi j'ai compris le principe. Et toi en face de moi, soi-disant t'es français, mais tu ne comprends toujours pas le principe. Bien, ils font semblant de ne pas le comprendre. Ils maîtrisent beaucoup le semblant. Non, je ne suis pas raciste. Juste, je veux préserver la France. Déjà, laisse-la tranquille, la France. Elle t'a rien demandé. Ton travail consiste en quoi? Je suis la businesswoman interne de la boîte. C'est-à-dire, on a une enveloppe. Dedans, il y a de l'argent. On la suit de très près parce qu'on va piocher dedans. Et moi, j'interviens pour dire, hop, 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 on a dépensé telle somme, mais on a prévu l'autre somme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a dépensé comme ça? Je vous propose alors de faire comme ça. Donc en fait, il y a vraiment une grande concentration sur la maîtrise et la gestion des ressources déployées par l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai dit businesswoman interne de la boîte. Voilà. Donc c'est ça un contrôleur de gestion. Il ne contrôle pas, il pilote. Et la gestion, c'est en lien avec les ressources. Est-ce que tu trouves que tu es bien intégré dans la société française? Honnêtement, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail. J'ai fait le nécessaire. Niveau ressenti? Oui, j'ai fait le nécessaire. Est-ce que certaines personnes, comme je l'ai dit, je le répète, dans la vraie vie, on ne le ressent pas, c'est dans les médias. Donc, est-ce que eux, ils veulent que je m'intègre? Absolument pas. Ils veulent que je m'intègre à leur façon. C'était ma question suivante. Donc, oui. Okay. Du coup, est-ce que tu penses que les Français te trouvent bien intégré dans la société? J'ai remarqué que la différence en France est mal vue. Il faut rentrer dans une sorte de moule. Il faut que tu ressembles à tout le monde, monsieur tout le monde. Exactement, il faut que tu sois monsieur tout le monde, madame tout le monde. Alors que tu peux l'être, hein, et c'est super. Juste avec des petites modifications. C'est-à-dire, je mets une croix, je mets un voile, je mets une kippa, je prie, je fais le carême, je fais le ramadan. Ces petites choses-là, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à des convictions. Et les convictions posent un problème pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que si tu as une conviction, ça veut dire que tu as pris le temps de la développer. Si tu as pris le temps de la développer, ça veut dire que tu as réfléchi. Si tu as réfléchi, c'est-à-dire que tu as raisonné.
Si tu raisonnes et tu passes par tout ce chemin, c'est-à-dire que tu as pris une décision. Ça veut dire que tu es un danger pour la société. Exactement. Pour certaines personnes, prendre une décision différente par rapport aux autres, c'est dangereux. Alors que c'est extrêmement bénéfique et important. Une société bien faite, bien construite, elle doit être faite comme ça. La différence fait la force et l'union. Et surtout, c'est la base pour l'ouverture d'esprit. J'aime tellement ce terme, et pourtant je suis voilée. Mais j'aime l'ouverture d'esprit et la tolérance. Et j'ai l'impression que c'est ça qui manque. Ok. Tu portes le voile depuis quand? Et là, vraiment, tous les préjugés seront validés. Checkpoint. Depuis mes 12 ans. Alors, j'ai porté à l'âge de 12 ans le voile et ma mère, elle n'était pas d'accord. Parce que selon elle, j'étais jeune et fallait que je fasse comme toutes les filles. En plus, à cette époque, j'avais une chevelure vraiment réponse. Je l'ai encore, hein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas chauve. Attention. Mais à cette époque-là, c'est vrai, les filles de mon âge, à 12 ans, c'était des petites princesses, etc. Moi aussi. Mais j'étais une princesse à ma façon. Donc, quand j'ai décidé de le porter, c'était vraiment simple. Je me suis réveillée un matin, je voulais faire comme les filles. C'était quoi? Il pleuvait, et les filles, parce qu'elles faisaient des brushings, moi, je voulais mettre le voile pour soi-disant protéger mon brushing. Le problème, c'est que moi, je me lisse jamais les cheveux. Donc, j'ai mis le voile, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voulais me protéger. Et je ne sais pas pourquoi, avant de sortir, je me suis dit, ah tiens, je vais le porter. Et je me suis regardée dans le miroir. Et je me rappelle très bien. C'était un voile marron. Il était canon. Je vais le chercher d'ailleurs. Le mois d'octobre. T'as une photo avec? Non, pas du tout. Aucun souvenir. Mais j'espère le retrouver. Parce que c'était vraiment mon premier voile que j'ai porté de toute ma vie. Et j'ai encore le flashback. Dis pas que depuis, t'as jamais retiré le voile. Ah, jamais. Et je l'ai porté. Je me suis regardée. Je me suis dit, oh, je suis trop belle. Je suis sortie. Et regarde, j'ai porté le voile, pas par conviction religieuse. Juste, je me suis trouvée belle. Mais bien évidemment, entre-temps, ça a évolué, ma façon de voir les choses, etc. Et j'ai compris pourquoi je le porte. Et j'en suis convaincue et j'en suis fière. Et c'est connecté à ma personne. Pourquoi tu le portes? C'est ma petite décision. Et c'est une décision religieuse liée à mes convictions. Je me sens bien. Il y en a, ils pensent que c'est en lien avec l'homme. Moi, je sais que ma religion, si elle m'a ordonné de porter le voile, c'est parce qu'elle cherche à me valoriser. Et on a, ils vont me dire, ah, c'est-à-dire pour toi, une femme qui ne porte pas le voile, alors elle n'est pas valorisée. C'est juste ma religion qui m'a inculqué ça. Et moi, mon ressenti, je me sens extrêmement bien avec mon voile. Je ne saurais pas l'expliquer. Il n'y a que les filles voilées pour comprendre ce ressenti-là. Il y a quelque chose qui se passe, je ne saurais pas l'expliquer. Et je suis tout à fait d'accord qu'une personne le porte ou pas. Pourquoi? C'est simple. Le bon Dieu, certes, il m'a ordonné de le porter. Ok, c'est super. Mais le bon Dieu a créé quoi? Le paradis et l'enfer. Donc en quelque sorte, il y a le choix. Donc, fais ce que tu veux, parce que tes convictions évoluent. Donc, ne le porte pas parce qu'on t'a obligé, et ne le porte pas parce que, oui, c'est la société, vraiment on dirait des sorciers. Non, porte-le parce que tu es connecté avec cette présence, et tu es à l'aise et confortable, et tu te sens prête. C'est tout. La société ne doit pas t'impacter pour le porter ou le retirer. La société est obligée de respecter tes choix parce que tu n'es pas simplement une musulmane, tu es une femme. Tu es une femme. Porte ce que tu veux, retire ce que tu veux.
Tant que ta conscience, elle est tranquille, tant que tu es fidèle à tes principes et à tes valeurs, fais ce que tu veux. Je vais aller un tout petit peu plus loin si tu me permets. Bien sûr. Il y en a, ils vont me dire, ah bah bravo, ah bah on va demander ça aux femmes iraniennes. Et moi je réponds, bah, il faut leur demander. C'est super, parce que dans les médias français, il y a des gens qui se prennent vraiment pour des héros. Ils parlent des femmes iraniennes comme si c'était leurs voisines. Et tu ne vois jamais ces gens-là en Iran. Oui. Ils n'ont jamais rien fait pour les femmes en Iran. J'explique. La femme là-bas, oui, elle le vit très très mal. On ne l'oblige pas seulement à porter ou le retirer le voile. On l'oblige à quitter l'école. On l'oblige à ne pas travailler. On l'oblige à rester à la maison. On l'oblige à ne pas exister dans la société. Alors que la femme musulmane n'est pas comme ça. Sous prétexte de la religion, alors que la religion Exactement. Et musulmane, pourquoi je parle des femmes iraniennes? Parce que là-bas, c'est une société tellement différente qu'on ne peut pas imaginer même leur quotidien. Là-bas, les hommes ne sont pas comme les hommes d'ici, ne sont pas comme les hommes en Afrique et ne sont pas comme les hommes Maghreb, ne sont pas comme les hommes qu'on a ici ou ailleurs. Pourquoi? Parce que là-bas, je ne sais pas si tu connais les Bachabazis en Afghanistan. On n'est quand même pas loin, quoi. L'Iran, la péninsule, etc. Les Bachabazis, ce sont les petits garçons danseurs. Regarde, c'est tellement contradictoire. Ce sont des petits garçons qu'on utilise dans les soirées, durant les soirées, pour danser. D'accord? Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le droit d'assister à leur soirée et de danser. Et du coup, on fait danser des petits garçons. Non seulement on les fait danser, mais en plus de ça, ils sont violés. Ah. Donc tu es en train de me parler des gens venant d'une société où les petits garçons sont utilisés pour danser, soi-disant parce que la femme qui est là-bas musulmane n'a pas le droit d'exister dans leur soirée. Et tu es encore en train de me parler de la femme forcée de porter le voile, alors que tu n'as toujours pas compris que là-bas, ce n'est pas la religion qui est respectée, c'est plutôt la loi de l'homme qui règne. Les hommes là-bas ne respectent pas la religion, parce que la femme, elle est faite pour tout, travailler, bosser, construire une carrière, avoir le rôle de la femme au foyer. J'ai l'impression que c'est une honte d'être une femme au foyer. C'est un rôle que personne ne peut assumer comme une vraie femme au foyer. Donc c'est normal de dire une femme au foyer, c'est un poste. Donc c'est une carrière. Une femme a le droit d'aller à l'école. Et c'est normal. J'ai l'impression que c'est une phrase de dingue de dire elle a le droit d'aller à l'école. C'est normal. C'est juste que là-bas, les hommes ne respectent même pas la religion. Car la religion ne leur a pas donné le droit de le faire. C'est tout à fait normal, logique. C'est une relation entre moi et celui qui m'a créé. Donc c'est une relation entre deux personnes. Le bon Dieu ne leur a pas demandé d'intervenir pour faire une relation triangulaire. J'ai l'impression que le bon Dieu leur a fait une demande et ils interviennent en tant que sous-traitants. Mais personne t'a rien demandé. Tu es un homme, reste à ta place. Tu es là pour me protéger, pas pour me malmener, pas pour me forcer à me marier avec un homme qui a 70 balais, alors que moi j'ai que 12 ans. Respecte en moi ma personne. Donc je dis tout ça, mais je rappelle le fait qu'il y a les Bachabazis. C'est un exemple tout bête, mais juste pour vous dire qu'à partir du moment où cet être humain, soi-disant musulman, ne respecte même pas le fait qu'il n'a pas le droit de faire ça selon l'islam, ben en fait, c'est pas la religion là, c'est la loi de l'homme qui règne. Quand je suis venue en France, comme je l'ai déjà dit à l'âge de 17 ans, j'ai eu une sorte de choc culturel et je n'ai pas su comment créer un équilibre, donc ça a créé un stress. Il faut savoir que moi, je mange beaucoup mes émotions. À cette époque-là, je mangeais beaucoup mes émotions, c'est-à-dire je peux rentrer à la maison, je mangeais de tout, j'ingurgitais, je ne mâchais pas. Donc du coup, c'est affreux comme sensation, mais on a une douleur à l'estomac, et ce n'est pas l'effet de satiété qui me provoquait l'arrêt de manger,
mais plutôt la douleur à l'estomac. Donc ça a continué. J'ai essayé de maigrir toute seule. Je suis une adepte de la fameuse série Régime. Que des saisons. Que des saisons, mais vraiment. Et donc je perdais 25, 10 kilos, 15 kilos. Ma plus grande perte, c'était 25 kilos en 2 mois. Mais vraiment, c'était tout ça avant ma décision finale qui m'a permis de faire la perte de poids actuelle. Donc ça s'est passé comme ça. Donc je mangeais beaucoup mes émotions. Avec le Covid, la situation s'est empirée. J'avais beaucoup de stress. J'ai eu le Covid, plus de goût, plus d'odorat. Ce qui fait que j'ai perdu du poids parce que je ne mangeais vraiment pas. Et ce que je mangeais avait une texture pâteuse. C'était vraiment désagréable et ça me provoquait des nausées. Donc c'est pour cela que j'ai perdu, je ne mangeais pas grand-chose. Mais là, dès que j'ai repris le goût et l'odorat, je ne saurais l'expliquer, comme si j'étais un être humain qui découvrait le monde de la bouffe. J'ai tout mangé. Je ne bois jamais de boisson gazeuse. Durant cette période-là, j'en ai bu. Tu as mangé tout ce qui est mangeable. Mangeable et immangeable. Même infect. Mais vraiment. Et la prise de poids était radicale. J'ai pris, je crois, entre 20 et 25 kilos en quelques mois. J'étais aussi en master, l'alternance. Et le stress qui joue. Et la première année, c'était le mois de novembre, je crois. J'ai pris la décision, j'ai rencontré le chirurgien, il m'a proposé le ballon gastrique. Voilà, le ballon gastrique, une petite pilule qu'on insère, elle descend dans l'estomac, elle gonfle. Comme ça, ça nous pousse à moins manger. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et moi, je n'ai pas fait ça, j'ai fait la sleeve. Et j'ai pris énormément de taux. Et la sleeve, c'est quoi? La sleeve, elle consiste à retirer à peu près 3/4 de notre estomac. Donc à la fin, on a un baby estomac. Okay. C'est une sorte de yaourt petit suisse. Voilà. Et c'était génial pour moi. Pourquoi? Et je le dis et je le répète, parce que certainement, il y en a, ils vont regarder ce passage. Il faut faire attention avec ce genre de décision, parce que c'est une intervention irréversible, extrêmement importante, et elle peut être dangereuse si on traite mal dès le début. Je m'explique. Une sleeve, elle consiste à réduire drastiquement notre quantité. Donc, ok, moi je consomme peu avec la sleeve, mais moi mon souci dès le début, c'était la quantité et pas la qualité. Pourquoi? Parce que la qualité, je mangeais très bien. Mais tu mangeais beaucoup. Que de la bouffe faite maison. Je ne mange quasiment jamais dehors. La malbouffe, c'est vraiment pas fait pour moi. Ça peut me faire tomber malade. Je ne supporte pas. Le gazeux, jamais. J'ai horreur de cette eau-là. Le gazeux en règle générale. Donc je ne bois jamais ça. Et avec la sleeve, ça m'a aidé. Parce que j'ai pas le droit de boire du gazeux. Ça peut faire dilater l'estomac. Il ne faut pas manger de la malbouffe. Et il ne faut pas non plus manger tout et n'importe quoi. Et ça ne m'a pas posé problème avec la sleeve. Et pourquoi ça m'a aidé la sleeve? Parce que mon souci, comme j'ai dit, je mangeais beaucoup mes émotions. Donc en grande quantité, même si c'était de la bonne qualité. Mais quand on abuse des bonnes choses, ça devient mauvais. On est d'accord. Donc, à ce moment-là, quand j'ai fait la sleeve, je me suis dit, tant mieux. Parce que moi, mon souci, c'était la quantité. La qualité, elle ne m'a jamais posé problème. Tout va bien, donc on va tout reprendre. Donc j'ai commencé à me connecter à moi-même. C'est-à-dire, alors Asma, tu préfères manger un peu d'haricots verts ou moitié d'un croissant? Non, tu ne vas pas manger la moitié du croissant parce qu'il n'y a aucun bienfait pour ton corps. Il n'y a même pas de nutriments, il n'y a que du sucre. Donc les haricots verts, c'est mieux pour toi. Comme ça, tu ne vas pas perdre tes vitamines. Sachant qu'avec la sleeve, tu peux perdre en force, en énergie, vitamines, fer. Ah oui. Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'ai perdu quasiment la moitié de mes cheveux. Ah. Et j'ai perdu quasiment la moitié de mes cheveux. Mais bien évidemment, entre-temps, j'ai tout repris, les soins et tout, voilà. Donc voilà, la sleeve, c'est vraiment une décision extrêmement courageuse. Juste, il faut comprendre que ce n'est pas une décision juste pour perdre du poids.
C'est une décision pour changer sa vie. Mhm. Et du coup, l'impact sur ta vie, ça a été comment? Ça a tout changé. Mhm. Ah oui, ça a tout changé. Je suis consciente de ma santé encore plus. Je n'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal au bassin. Je n'ai plus mal aux pieds. Mes talons se portent mieux. Mhm. Je me sens mieux dans ma peau. Je me trouve plus belle. Et je me le dis à moi-même, t'es mieux, t'es plus belle. Je fais énormément de sport. Et c'est ça qui m'a sauvée par rapport au relâchement de la peau. Parce que c'est normal, quand on perd beaucoup de poids, j'ai perdu à peu près 45 kilos. Donc quand on perd du poids similaire, un nombre aussi important quand même, ben en fait on peut risquer ce relâchement de la peau. Et ben moi je ne l'ai pas eu. Parce que de base je fais du sport, crossfit, hit cardio, musculation. Vous voyez, la femme voilée elle fait du sport. Attention, des haltères et tout. Hein. Et en fait, grâce à ce que je faisais avant, le sport et tout, même si j'étais en surpoids, bah en fait, ça m'a aidé à ce que j'évite ce dégât-là. Et c'est ça qui a fait que bah finalement ma cible, elle est réussite. Et même j'ai rencontré pas mal de médecins. Une fois même j'ai fait une échographie, parce que j'avais une vésicule biliaire à retirer. Et la dame, elle m'a demandé est-ce que j'ai fait une opération. Je lui ai dit une sleeve. Elle s'est retournée d'un coup. Et elle a regardé mon ventre. Elle me fait ah bon. Je lui ai dit oui. Elle me fait mais on ne dirait pas du tout. Et c'est là où elle m'a demandé j'ai perdu combien, en combien de temps. Elle me fait on ne dirait pas du tout que vous êtes sleevée. Parce que les 45 kilos, je les ai perdus sur quasiment 3 ans. Donc c'est un rythme très doux. Parce qu'il y en a vraiment, c'est triste, mais il y en a, ils perdent d'un coup. Ouais. Donc du coup, la peau, elle n'a même pas le temps de réaliser ce qui se Ouais, passe. Même le ouais. cerveau n'a pas le temps. Et il y en a, ils peuvent pas devenir handicapés, mais il y en a, ils peuvent, comment dire, il y en a, ils peuvent se retrouver obligés de faire de la rééducation pour remarcher. Parce que leurs genoux lâchent. Donc c'est pour cela que je suis contente d'avoir pris cette décision et j'en suis extrêmement fière. Vraiment. Quel est le moment le plus triste de ta vie? Je l'ai vécu le jeudi. Mais je ne peux pas en parler. Ce jeudi? Ce jeudi-là, oui. Ah, ce jeudi, tu as vécu le moment le plus triste de ta vie. Oui. Et qui m'a poussée à prendre une décision radicale. Et je ne vois plus rien comme avant. Et pourtant, je suis sur les réseaux maintenant. Et ce jour-là, je crois, j'ai eu mes 10 cas. Et sur les réseaux, j'ai dit merci, etc., comme si j'étais contente. Alors que ce jour-là, Tu passais le je jour. suis passée d'une asthma à une autre asthma. Et je ne suis même pas émue. Vraiment, je ne suis pas émue, au contraire. Je vois juste les choses autrement. Mais c'est vraiment le moment le plus triste de toute ma vie. Ah, Ouais. Le moment le plus choquant, le plus décevant, le plus horrible, atroce pour n'importe quel petit bout de fille, de femme. et tu veux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Mais j'ai un autre événement qui m'a rendu énormément triste. C'était l'accident d'un de mes frères. En plus, c'est un frère que j'aime énormément. C'est un de mes frères préférés. Je l'adore. Il a eu un accident le premier jour de son travail. C'était dans une usine. Il a fait passer sa main dans une machine et la machine, elle est tombée sur sa main. Donc il s'est retrouvé avec la moitié de la main écrasée. Et j'ai pris même du temps à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Parce que je me rappelle très bien, j'étais à l'entrepôt de la Poste. Comme j'ai dit, je travaille de 15h30 à 1h du matin. Et le soir, celui qui est venu avec moi, un de mes frères, il est venu me chercher. Je le vois, il n'est pas bien. J'entends. Je tourne. Il me fait oui, Khaled. Je lui dis comment ça?
Il me fait, et d'autres traces, c'est-à-dire sa main est coupée. Tu vois. Tu sais, je le regardais, je lui dis, ah bon? C'est tout. Et ça m'a pris 3 jours pour réaliser ce qui se passe. Le 3e jour, j'étais en train de réviser. Et en regardant mes feuilles, je me suis mis à pleurer. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vraiment, mon frère a eu un accident. Ça, c'est un moment très triste. Mais le plus triste, je l'ai vécu le jeudi. Voilà. C'était en Tunisie ou en France? Non. Bah, quand même. J'étais en France. Non, ton frère. Ah oui, il était en Tunisie. Mais Et là, il qu'est-ce habite au que... Canada. Il a décidé de quitter la Tunisie parce qu'on essayait par tous les moyens de briser ses rêves et ses espoirs. On a un autre immigré au Canada maintenant. Tu vas aller l'interviewer au Canada? Il veut vraiment m'inviter en plus. Il veut que j'aille passer mes petites vacances là-bas. Ouais. Ok. Ça a l'air d'être un beau pays, donc voilà. Fait froid. Oui, je pense que c'est un temps qui peut me convenir. Le froid? Oui, j'aime bien moi le froid. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le froid. Ouais. Ok. Tu te vois vivre en France toute ta vie? Je me vois. Je me vois si ça change. Parce que j'ai l'impression que je donne un peu trop et le mirage, il dure un peu trop longtemps là. Donc j'aimerais bien un verre d'eau. J'aimerais bien qu'on cesse un peu. J'aimerais bien qu'on change les choses. J'aimerais bien qu'on soit conscient quand même que les immigrés ne sont pas tous pareils. Que les immigrés sont comme tout le monde. Il y a du mauvais, il y a du bon. Donc oui, je me vois vraiment bien vivre en France. Ah oui, je me vois vivre en France. Je me vois même créer mon entreprise en France. Et pourquoi pas créer une autre entreprise en Tunisie, comme ça ce soit lié. Ce n'est pas parce que j'aime la France que je vais oublier la Tunisie. Sachant que vraiment, je me sens très bien en France et je me sens vraiment protégée. Comme j'ai dit, mon avenir, etc. Mais pourquoi pas créer le lien entre les deux pays? Pourquoi pas? Mais en France, oui, je me vois bien vivre, juste si les choses changent un peu. Ouais. Parce que ça risque vraiment de s'empirer si ça continue. Et la France sera vraiment perdante. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que Asma d'aujourd'hui veut dire à Asma de 16 ans? 16 ans. Alors, Asma de 28 ans d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va dire à celle d'il y a 11 ans en arrière, quand elle avait 17 ans? Avant de venir en France. Ouais. Je suis fière de toi. T'es incroyable. T'es authentique. Et t'es restée exactement la même. T'es restée fidèle à tes principes et à tes valeurs. Tu t'es battue. Tu t'es tellement battue que t'as accepté même de retirer ton voile au lycée et au travail aussi. Mais t'es restée accrochée. Je suis fière de toi. Je le savais que t'allais gagner de toute façon. T'es faite pour ça. Je suis fière aussi de ce que tu as vécu. C'est pas peu. Je me rappelle de toi quand tu es rentrée de McDo parce que tu travaillais et t'as tardé, donc t'as quitté à minuit. Et tu n'avais pas de voiture à cette époque-là, il n'y avait pas de transport, donc tu étais obligée de rentrer à pied. Et tu as marché 45 minutes dans le total noir. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi d'avoir tenu tête, d'avoir cherché partout pour tout. Travail, école, l'alternance, le job, le premier, le deuxième, le troisième. Je le savais aussi que tu allais avoir un beau CV. Juste lâche pas l'affaire. Tu vas faire un meilleur CV. Quand tu es venue en France, tu as rêvé d'avoir un beau dressing. Et tu l'as fait. Ça fait quelques mois, je l'ai fait. 4 mètres.
Il est magnifique. Donc, je suis fière de toi. Tu avais des petits rêves, t'en as encore, mais dernièrement, il y a quelques années, tu as commencé à... Et depuis petite, hein, depuis tes 17 ans, tu as toujours eu des rêves, petits et grands, mais t'en as pas mal réalisé. Mais le meilleur reste à venir, mais t'inquiète pas, il y a le pire aussi. Qu'est-ce que Asma de 16 ans veut dire à Asma d'aujourd'hui? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu allais réussir. Mais c'est juste que je te l'ai pas dit qu'il faut pas être trop naïf. Oui, je te l'ai dit que c'est bien d'être authentique, mais pas avec tout le monde. Je suis désolée, je te l'ai pas dit. Je te l'ai pas dit que ça allait être aussi compliqué. Mais c'est pas grave quand même, t'as géré, donc tu m'excuseras. C'est rien. Il y a un petit effet de surprise, mais rien de méchant. Je sais que t'es pas traumatisé. Je te l'ai pas dit que t'allais avoir un choc émotionnel et que je t'ai pas prévenu pour que tu le gères. Du coup, ça a provoqué ton acné hormonal, mais t'inquiète pas, t'es canon quand même. Je te l'avais pas dit, mais t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je devais te le dire de ne jamais douter de ta personne. Et je te l'ai pas assez dit ça par contre, que t'es faite pour réussir. Je te l'ai dit des fois, mais pas assez souvent. Parce que je pense le fait que je te l'ai pas dit assez souvent a fait que tu puisses douter de temps en temps. Ouais. Mais t'as vu, tu l'as fait. Hein. T'as réussi. Hein. T'as réussi. Tu me kiffes, hein, mec. J'adore. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents devant la caméra? Ce que tu peux pas dire devant eux. Ma mère, je l'aime d'un amour que je ne peux pas décrire. Je n'ai jamais cessé de lui dire qu'elle a assez fait. Ça y est. Mais elle ne veut pas m'écouter. Je lui ai tout le temps dit d'arrêter de stresser, de penser, de passer tes nuits à cogiter. Parce que tout ira bien. Je lui ai toujours dit de ne jamais se laisser faire. Mais pour elle, c'est bien comme ça, on évite les embrouilles. Mais je l'aime quand même parce qu'elle a tout donné. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a donné. Oh, elle a trop sacrifié. La première chose qu'elle a sacrifiée, c'est sa beauté. Si tu savais comment elle est belle. Oh, un canon. C'est pas parce que c'est ma mère, mais quand j'ai vu ses photos quand elle était jeune, et le pire, c'est qu'on me dit que je lui ressemble. Moi, je ressemble à ma mère. C'est juste énorme. Et oui, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que je me vois en elle. Je lui ressemble physiquement. Donc oui, elle est belle, elle est gentille, elle est mignonne. Elle n'est pas consciente de certaines choses encore. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'on voit, nous, ses filles, ses fils. Donc oui, ce que je peux lui dire, c'est que je l'aime. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, je pourrai lui donner ce que je rêve de lui donner. J'espère. Et si un jour j'arrive à le faire, le lendemain je peux mourir, il n'y a aucun problème. L'important c'est que je lui donne ça, c'est tout. Ou plutôt ces choses. Voilà, c'est tout. Ton père?
J'ai tout fait. Ouais, c'est tout. Sans plus rentrer dans le détail. Non. Si, j'ai tout fait et je ne suis pas du tout perdante. Sans plus rentrer dans le détail. Sans rentrer dans les détails. C'est tout. Rappelle-moi, tu as commencé depuis combien de temps sur Instagram? Le 30 janvier, Et là, on est le quoi aujourd'hui? le 8 ou le 9, Alors, je ça crois. fait même pas 10 jours. Ouais. C'est quoi l'impact que ça fait? Bah, c'était inattendu parce que moi je me suis dit je vais juste parler un peu de ma petite routine, des petits vlogs, parler un peu de tout et de rien, des sujets de société, vraiment être authentique. Voilà. Et surtout les faux riches sur les réseaux, je peux plus me les voir. Les gens tout contents, tout heureux, c'est super, mais il faut être juste réaliste. Donc moi je voulais être ça, contente mais réaliste. Mais ce que je remarque, c'est que ça a pris d'un coup. Ça a pris une Je m'y ampleur attendais pas du inattendue. tout. Tous les jours, 1000, 1500 abonnés, 1000, 1500 abonnés. Et je suis très contente de cette aventure. Qu'est-ce qu'elle est belle. D'après toi, c'est quoi le secret? Il faut rester fidèle à soi-même. Mhm. Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Mhm. Apprends à te connaître avant de te lancer sur les réseaux. Parce que si tu apprends à te connaître, tu vas être en phase avec ta personne. Comme ça, tu vas vraiment faire face aux commentaires négatifs. Ah ouais, parce que j'imagine qu'on a des commentaires négatifs. Mon Dieu, la vache. Parce que j'ai un réel, c'est ça qui a fait que les gens découvrent mon compte et mon espace à moi. C'était le POV 28 ans. C'était vraiment mon ressenti. J'ai dit que je me sens un peu en décalage avec cette société. J'ai dit également que je suis devenue très sélective et je suis comme ça et j'invite tout le monde à l'être. Ça de deux. De trois, j'ai juste dit que je ne cherche plus à créer des amis et un peu mon ressenti, c'est normal. Et c'est réel. J'ai mon cercle d'amitié, voilà, un cercle amical très restreint. Ma table, mais vraiment, elle est composée de 5 chaises, à peine 5-6 chaises. Et ça me suffit largement. Ça de un. Et de deux, je suis devenue sélective parce que j'estime que j'ai atteint un certain niveau de maturité et mon âge ne me permettent plus, ces deux points-là ne me permettent plus de perdre mon temps. Je n'ai plus envie de participer dans les mauvais débats, dans les faux débats. J'aime être avec des gens qui m'apportent un plus, leur bienveillance, on se ressemble quoi. C'est ça être sélectif. Mais les commentaires que j'ai reçus, il y en a qui me disent oui, t'es toute seule, sans amis. Mais qui t'a dit que je suis toute seule? C'est juste dit que je ne cherche plus à créer. J'en ai déjà créé. Et j'ai pas dit que je n'aime pas les amis. J'ai juste dit que je suis devenue sélective. Mais les commentaires, il y en a, ils me parlent de mariage. Que de ça. Oui, c'est normal, tu te sens seule. Déjà, j'ai pas dit que je me sens seule. Je ne suis pas mariée, j'allais me marier à mes 25 ans. Il n'y a pas de mal, il est le problème. Il est où le problème? C'est beau le mariage. Mais ça viendra quand ça viendra. C'est juste que dans les commentaires, il y a beaucoup de méchanceté. De haine gratuite. Et surtout la haine. Et pourquoi je parle de haine? Parce qu'une personne qui se réveille un matin et qui tombe sur mon réel, un contenu extrêmement simple et même discret, elle me dit mot pour mot, t'es toute seule, c'est normal, tu passes ton temps sur les réseaux, va te marier. Quand tu vas te marier avec des enfants, tu vas te sentir mieux, ou des gros pavés. Parce que la personne, elle a vraiment une haine profonde, surtout les gros pavés, les textes de 500 mots là. Mais ça va pas. En fait, ils ont fait tous leur dissertation dans ce réel-là. Ce qu'ils n'ont pas fait à l'école, l'ont exprimé sur mon réel. Est-ce que cette négativité a impacté mon intégrité? Je suis tellement fière de le dire, mais absolument pas. Mais pourquoi ça me touche autrement? Parce que j'ai vu chaque commentaire. Et j'ai vu les personnes, parce que je faisais exprès d'appuyer pour voir ce que c'est un fake ou pas. Ils ont tous des statuts. Ils ont tous des photos de profil. Il y en a même, ils mettent leur métier.
Il y a un, j'étais choquée. Il s'est moqué de moi alors qu'il a dans sa bio médecin. Médecin, déjà, un de ses traits, c'est d'être humain. Ouais. Toi, tu n'as rien d'humain. T'es exécrable. T'es imbuvable. Mais vraiment, t'es à jeter. Donc, quand j'ai vu les commentaires, ça m'a intriguée. Pourquoi? Parce que j'ai été frappée par la provenance de ces commentaires. Je suis triste de le dire, mais il faut appeler un chat un chat. Mm. Tous les commentaires viennent des hommes, quasiment pas. Franchement, il y avait une seule femme qui m'a mal commenté, et je l'ai bloquée. Mais 99%, ce sont des hommes de ma communauté, les Maghrébins. Ça m'a arraché le cœur. Pourquoi? Ils représentent notre communauté. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, mais il faut appeler un chat un chat. Notre communauté, elle est pointée de doigts. Tout le monde est mis dans le même sac. Toi, quand tu parles dans les commentaires et tu dis oui, c'est normal, tu passes ton temps à t'afficher sur les réseaux. Tu as vu quoi de dénigrant et de méchant dans mon contenu pour que tu me parles de cette façon? Est-ce que tu es conscient que je suis ta sœur et tu es censé me protéger et me mettre en valeur comme moi je dois le faire? Pourquoi je parle d'insultes? Parce que ce type, il m'a dit tu fais la fille bien, mais t'es une PUTE. J'ai supprimé ce commentaire. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ce commentaire soit lu par un de mes frères. Je voulais pas qu'on les blesse eux. Moi, ça m'a pas blessé parce que je sais je suis qui, je suis un bijou. Je sais je suis qui. Et n'importe quelle fille est un bijou. Mais je me suis dit, ah la honte. Mes frères. Je sais mes frères sont fiers de moi. Mais la honte quand même. Ça m'a pas blessé, mais j'étais obligée de le supprimer. Je voulais pas qu'on les blesse. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi c'est les hommes de ma communauté? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu es conscient, toi, quand tu me laisses un commentaire comme ça, les racistes vont passer, ils vont descendre les commentaires, ça va les choquer, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous parlez de mariage. Elle n'a pas parlé de mariage. Pourquoi vous lui dites qu'elle est seule, donc il faut qu'elle se marie, alors qu'elle n'a pas dit qu'elle est seule, c'est juste elle a dit qu'elle ne veut plus créer des amis et qu'elle a un cercle d'amitié très restreint. Quand on dit qu'on est sélectif, ça veut dire qu'on a un cercle d'amitié très restreint. C'est très compréhensible. Donc ça va aller choquer les gens. Et en plus de ça, ils vont se dire, ah bah, c'est toujours les mêmes. C'est pas triste? Est-ce que tu es conscient que tu as une image à entretenir? Tu vas me dire, on s'en fout des gens? Non, on ne peut pas s'en foutre là maintenant. Toute la communauté est concernée. Donc moi, toi, n'importe qui est responsable. J'ai dit tout à l'heure que mon contenu est simple, discret, etc. Même si c'est une fille de ta communauté et elle a un contenu inapproprié ou quoi que ce soit, tu ne l'enfonces pas. Tu ne la dénigres pas. Tu la respectes. Parce que les gens te voient, lisent et font des constats. Un constat va créer une image. Une image qui va impacter tout le monde, tout l'ensemble. Pourquoi je dis que ça va impacter tout le monde? Parce que les gens ne sont pas tous ouverts d'esprit pour avoir le niveau de réflexion et dire « Ah ben, c'est vrai qu'il a mal parlé, mais je suis certaine qu'ils ne sont pas tous pareils. » Et je le précise, ils ne sont pas tous pareils. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les commentaires, il y a énormément d'hommes maghrébins de ma communauté qui m'ont défendu. Et il y a énormément d'hommes maghrébins qui sont venus dans les commentaires et dans les messages privés pour me dire « Tu t'en fous ». Qui t'ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Et il y a des hommes français, des femmes françaises qui m'ont défendu. Et dans les commentaires et dans les messages privés. Et ça prouve que la France, elle n'est pas raciste. Donc c'est pour cela, mon aventure sur Instagram, elle est incroyable, elle est magique. Ça vient de commencer d'ailleurs. Je dors mal. Je suis trop excitée. Je dors mal. Mais cette aventure, elle est magique. Bonne continuation. Merci. Un petit quiz. Allez, on let's go. Ouais, pour le quiz. Alors, je vais commencer des phrases. Je te laisse finir. Ah oui, quand même. On sait jamais, hein. Vas-y. En France, j'ai appris à... Lire,
Ouais, à lire. Parce que j'avais pas cette habitude de prendre un livre et le lire. Maintenant, j'ai une collection de livres en français, en arabe littéraire, en anglais. Je regarde les documentaires, etc. Mais je lis. La France, elle m'a appris à lire. Nickel. Les Français sont très forts en... Ils sont très forts pour se plaindre. Hmm. Ils n'ont pas vu la galère ailleurs. Ils ne l'ont pas vu. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au CV. Ils ne savent pas ce que c'est un jeune dans un autre pays comme le Maghreb ou l'Afrique en règle générale qui est tout ambitieux. Il met à jour son CV. Il lui faut, c'est pas des mois, plus. Il est même obligé de donner de l'argent pour trouver un taf. Alors qu'en France, on a le droit de travailler, mettre son CV à jour, des recherches qui vont durer quelques mois, et on trouve. Il suffit de persévérer ici. Là-bas, c'est pas persévérer, c'est une guerre. Elle va persévérer, magie noire. Mais vraiment, hein, marabouté. Ouais. Le monde va droit vers... Le chaos. Ah oui. Le chaos total. Développe. On est dans un monde... on est dans un monde où... oui. On est dans un monde où les guerres sont partout. On est dans un monde où il y a des pays qui se permettent d'imposer leurs lois ailleurs, alors qu'ils ne sont pas concernés. Comme Les États-Unis. Je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais ils sont partout. Ils interviennent comme des héros, alors qu'ils n'ont rien d'héroïque. L'Irak, nucléaire, il faut s'en débarrasser. À la fin, ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils ont bien volé. Et tuer. C'est pour ça que j'ai dit voler. Voler en matière et voler des vies. Donc, tuer. Alors que l'Irak, Bagdad, est de base le berceau de tous les savoirs. Oui. Et Donc oui, malheureusement. ça va tout droit vers le chaos et je pense qu'il faut un grand reset. Je pense qu'elle arrive de reset. Ah oui, oui. Je ne sais pas qui va appuyer sur le bouton, mais il arrive. Ouais. Il sera impacté, mais il arrive le reset. Ouais. Vivre à l'étranger demande... L'argent. L'argent. Ben oui, parce que moi, je rêve de faire des petites expériences dans d'autres pays, etc. Et à chaque fois, je me dis, ah, je ne sais pas, est-ce que j'ai assez les moyens ou pas? Est-ce que je suis assez prête? Mais aussi, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir un mental d'acier. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas si on va nous accepter. Donc ça dépend le côté matériel, en fait. C'est plus... Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Et ça dépasse cette zone de confort, en fait. Il y a un changement radical. Et surtout, tu te retrouves à faire des efforts et en face de toi, ben non, pas plus que ça. Pour les parents, je suis prêt ou prête à... Prête à tout. Vraiment tout. Prête à tout pour que ma mère se repose un peu. Pour que ma mère rigole sans qu'elle dise « Ah, arrête de rigoler, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est tous les moments. Ça me fait de la peine parce que comme si elle rigole, mais elle se retient. Parce qu'elle a peur. Elle a développé une peur et on l'a poussée à développer cette peur. Et on l'a poussée même à ne plus être elle. Donc je suis prête à tout pour que... t'inquiète pas. Hein. Je
peux te poser une question personnelle? Ouais. Est-ce que tu es prête à tout pour ton père? Plus maintenant. Plus maintenant. Je vais pas te demander pourquoi. J'oublierai jamais le jour. J'oublierai jamais le jeudi passé. Face à la caméra, est-ce que tu as un message au monde? Soyez gentils. Ça paye toujours. Et souhaitez le bien aux autres, comme vous le voulez pour vous. Ça veut dire si l'autre réussit, dites c'est bien pour lui, mais moi aussi je vais réussir. Si l'autre s'en sort, dites c'est bien pour lui, moi aussi je vais m'en sortir. Et avant de le dire, même soyez content pour cette personne. Parce que je le dis en connaissance de cause. Plus vous êtes bienveillant, et plus votre bienveillance payera. Plus vous êtes méchant, votre méchanceté sera votre bâton dans le roue. Message reçu. Et envoyé partout dans le monde. Merci, j'espère. Ouais. J'espère. Tu sais que, je sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais j'ai une seule sœur qui s'appelle Asma. Ah, elle est comme moi, exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. T'as vu, toutes les femmes sont exceptionnelles. Oui, les femmes, mais Asma. Oui. Les Asma, tu connais. Sur ce, merci. Merci à toi, merci surtout. Asma, l'exceptionnelle. Merci Asma d'exister.